On ouvre les éphémérides, Oui. on va remonter le temps. Commençons par le Cameroun et cette image du 9 mars 2012 qui nous rappelle l'affaire Vanessa Tchatchou. On va se rendre compte que ça avait fait tomber des têtes du côté de l'hôpital gynéco-obstétrique de pédiatrie de Yaoundé pour illustrer simplement qu'une série de décrets présidentiels rendus publics le jour du 9 mars 2012 venaient instaurer une nouvelle équipe dirigeante dans cette formation hospitalière qu'on peut avoir peut-être en image, de nomination qui faisait suite à la fameuse affaire Vanessa Tchatchou, du nom de cette jeune fille dont le bébé avait été donc disparu d'une couveuse. Jusqu'aujourd'hui, on ne reviendra pas sur cette affaire, mais l'histoire nous rappelle que le 9 mars 2012, eh ben, les choses avaient bougé du côté de cet hôpital après l'affaire révélée. En tout cas, on s'est rendu compte depuis un moment que l'affaire des listes, enfin, depuis pas mal de temps dans toutes nos régions, le vent en poupe, et on va revenir sur cette effervescence autour des sénatoriales, et avec qui, vous savez, il s'appelle Patrick Christian. D'abord, bonjour Patrick, bienvenue. Bonjour à toi Patricia, avec un jour de retard. Bonne fête. Merci. Des droits de la femme. C'est pas tard en fait. Voilà. On est toujours dans la fête. Surtout des droits de la femme. Bonne célébration en tout cas. Bonne célébration. Bonjour à Aimé, bonjour à nos téléspectateurs. J'ai bien aimé une partie de la une de Aurore Plus ce matin. Soulevez-vous et ne soulevez pas. Voilà. Soulevez-vous et ne soulevez pas. Voilà. Bon, on peut quand même faire le constat. On peut faire le constat, même si on n'a pas des données très exactes, que les dames ont été majoritairement très sages, en tout cas pour ce qu'on a constaté dans la ville de Douala. On a parcouru pour essayer d'avoir l'œil critique et l'œil attentionné. Il y avait quand même moins d'effervescence du type dérapant. Il y a toujours des bébés galeuses, mais on peut dire que plus les années passent, on a comme l'impression que finalement les femmes retrouvent toute la dignité qui est la leur dans ces moments-là. Vous parliez d'Aurore Plus, en tout cas. On ne va pas manquer de rappeler le décès de notre concert du quotidien, le jour justement dont on parlera désormais par le passé. Elle s'appelait Pauline Poincier, elle est donc décédée. Oui, c'est aussi l'occasion d'adresser justement tout le soutien à sa famille biologique, sa famille professionnelle, d'abord le corps de métier auquel nous appartenons, et puis nos confrères du journal Le Jour qui, quand même, depuis près d'une semaine, vivent des situations assez difficiles. Il y a déjà ce jeune reporter qui a passé un moment pas du tout conseillé pour un reporter après le remaniement ministériel, le dernier. Oui. Et puis il y a cette triste nouvelle qui arrive toujours du côté du jour. Vous savez, l'exercice des chroniques auxquelles elle nous a habitués par sa belle plume et ses pics, n'est-ce pas, sur les questions politiques ou bien de l'heure, nous fait croire que justement le jour et la presse camerounaise est en train de perdre une très belle plume, avec toutes nos amitiés à sa sœur aînée, Madame Dina, qui certainement doit vivre avec beaucoup de difficultés cette situation-là. Pauline Poincier fait partie des rares femmes qui se sont engagées dans cette aventure, si on peut l'appeler ainsi, les chroniques, à côté de Suzanne Kalalo-Ber ou alors de Henriette Ekoué. Elle a suivi ce rythme-là, qui n'est toujours pas un exercice facile. Nous, dans l'audiovisuel, parfois on peut avoir un peu plus de facilité à faire ce genre d'exercice, mais dans la presse écrite encore, c'est beaucoup plus difficile. Vous savez, la presse écrite a des moments et des pics ardus dans la réalisation, la structuration et la capacité par l'écriture à convaincre. Et c'est un exercice auquel elle était habituée et sur lequel nous aussi nous avons pu nous inspirer en lisant, en délectant, on a envie de dire, sa plume. On peut partir des Abdoudel Karimou, les plus anciens, en passant par les Xavier Messé, les Alain Blaise Batogué, les Adnan Mana, les plus proches. Ces hommes, on a envie de dire, ce dynamisme de l'écriture-là est un virus qu'il avait mordu. Et aujourd'hui, elle nous laisse. On peut simplement dire qu'on va adresser à tous ceux qui lui sont chers, justement, nos condoléances. En tout cas, ça ne vous empêche pas de poser votre regard sur l'actualité ce matin. On parle des sénatoriales, place aux tractations. Les listes autorisées sont désormais connues. Naturellement, c'est un moment qu'on attendait depuis depuis le 10, depuis la publication de... Oui, la convocation du corps électoral, oui, effectivement. Effectivement, parce qu'il y avait un délai qui était fixé aux formations politiques pour déposer les listes. La première étape, c'est l'examination de ces listes et
la validation par ELECAM des listes conformes selon le code électoral et puis éventuellement le recours qui en 48 heures devrait être déposé pour ceux qui pensent, ou celles des formations politiques qui pensent qu'il y aurait des illégalités dans le rejet de quelques-unes de leurs listes. C'était 48 heures. C'est donc un exercice aussi sur lequel on pouvait dire simplement qu'on attendait de voir, comme cela est prévu par la réglementation, que l'ELECAM se prononce. Et puis cela a été fait le 7 mars dernier pour cette première liste qui porte le sceau de Eno Abrahams Egbe, n'est-ce pas, le directeur d'Elections Cameroun. On a constaté que sur les 42 listes qui avaient été présentées par 9 formations politiques, excusez du peu, nous avons quelques 200 à peu près qui ont le statut légal dans notre pays. Il faut se dire que 9 ont présenté des listes, et 46 donc issus de ces 9, 36 seulement ont finalement eu le cutus de l'ECAM pour prendre part à la ligne de départ justement de ce scrutin indirect, il faut le rappeler, parce qu'il s'agira d'élire ces sénateurs, en tout cas les 70 que la loi a prévu d'être élus en attendant les 30 nommés par le chef de l'État. Il y aura donc 36 listes, 5 ont été rejetées, il y a eu un désistement de la part du SDF, nous apprend ELECAM dans la région du centre, et donc on peut constater que finalement ces listes ne sont pas très éloignés de la coloration qu'on avait déjà dans la présentation des listes. Mais une des grosses surprises, et celle-là, c'est peut-être de savoir que la principale force, le principal parti de l'opposition ne sera que présent dans 5 circonscriptions, en attendant éventuellement qu'on sache au bout d'un éventuel recours qui aurait été déposé, si aujourd'hui il y a des situations qui se retourneraient à la faveur des listes rejetées du SDF. Donc le SDF ne sera que présent dans 5 régions, alors que le parti au pouvoir et un allié de sa majorité présidentielle, en l'occurrence l'UNDP, se retrouveront dans les 10 régions. On a comme envie de dire que c'est la plateforme de la majorité présidentielle qui est l'unique présente dans les 10 régions. Cela peut se comprendre de manière pragmatique et de manière assez rationnelle, par le fait que nous avons affaire à un scrutin indirect et la force, l'obésité, disent quelques-uns, de la présence des conseillers municipaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais lui donne toute la capacité et même la prétention de vouloir faire cette razzia annoncée pratiquement dans les 10 régions. À côté, l'UNDP n'a peut-être pas les arguments du RDPC, mais on s'imagine bien qu'au-delà des forces visibles, au-delà des perceptions ou alors des intentions qui peuvent être justifiées par la mainmise plus ou moins avérée sur le corps électoral, il y a aussi des tractations. Donc on verra quels sont les arguments qui peuvent motiver l'intention de l'UNDP de postuler dans les 10 régions sur ce parcours qui va mener au renouvellement du Sénat. Donc on a finalement juste les 9 partis politiques qui sont présents, mais juste 2 qui auront les listes dans les 10 régions. Et la grande nouvelle, c'est que le principal parti de l'opposition ne sera que dans les 5 régions. On peut maintenant scruter au-delà de ce constat qui était prévisible, mais si on voit qu'il y a quelques listes qui peuvent être rejetées, qui peuvent faire débat, on peut surtout s'interroger sur la constitution de ces listes en fonction de ce que prévoit la réglementation. Il y a les critères liés à la minorité, au genre, et puis il y a ce débat qui revient, même si ce n'est pas au cours de ce scrutin qui sera finalement résolu. Certains évoquent qu'il y a une disproportion dans la répartition des sièges et que le nombre de sièges par région devrait pouvoir tenir compte des populations qu'on retrouve, de l'espace territorial toujours pas, mais de la représentativité que ces sénateurs peuvent avoir sur un certain nombre de populations. Vous vous imaginez bien que l'extrême nord, qui est très souvent présenté comme la région la plus peuplée du Cameroun, se dispute le même nombre de sièges pour sénateurs avec la région du sud. On vous parlera d'un certain nombre de composantes sociologiques et autres, mais c'est un débat qui est là et qui va certainement prendre davantage l'espace public au regard de ce qu'il est clair
que les sénateurs sont avant tout les représentants des collectivités locales décentralisées avec ce qu'elles comportent en termes de population, d'espace, de besoins et de diversité. Donc on n'est pas trop surpris, même si on se rend compte aussi que dans les listes du parti au pouvoir, qui est quand même le maillon fort en termes de détention de conseillers municipaux sortants, il y a quelques grosses figures qu'on ne retrouve plus sur les listes. On peut aussi dire qu'on s'attendait à voir certains sénateurs qui ont été élus dans le précédent mandat se jeter à l'eau, fort de ce qu'ils auraient des résultats qui pourraient leur permettre légitimement aujourd'hui d'aspirer au suffrage, n'est-ce pas, des électeurs, des conseillers municipaux. On n'a pas vu de grands changements. Par exemple, dans le RDPC, le Nord-Ouest, vous avez quand même l'ancien Premier ministre, Simon Arstide Yachou, qui ne figure pas dans les listes. Qu'est-ce qu'on dira, par exemple, de l'UNDP ou le docteur Flambeau Ngayap, même si on sait qu'il a été élu, aurait pu, dans une liste de l'UNDP, se retrouver au devant de la scène. Il y a peut-être beaucoup de tractations, de retraits tactiques qui préparent aussi les nominations ou bien qui entendent laisser la place. Quelques-uns disent aussi qu'il y a des listes qui sont intentionnellement dressées avec des figures moins significatives pour laisser le pas à d'autres adversaires dans des tractations politiques qui ne sont toujours pas visibles. En tout cas, rien n'est très surprenant et on attend donc de voir ce que la suite nous dira. Merci beaucoup Patrick Christian Dobo. Face à tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'on est en droit de penser qu'il y aura vraiment match? Si on s'en tient à cette majorité que je viens d'évoquer du parti au pouvoir dans pratiquement toutes les régions et les circonscriptions, on parle de 10 000 conseillers municipaux dans toutes les circonscriptions qui vont devoir élire les sénateurs, on dirait que sur le papier, tout est gagné. Mais sauf qu'en politique, il n'y a pas que ce qui est visible. Il y a des intérêts parfois stratégiques, des alliances, et le contenu de ces alliances peut nous réserver des surprises. C'est en cela, par exemple, qu'on s'étonne de voir une formation comme l'UNDP, qui n'a pas la prétention d'avoir autant de conseillers municipaux que le SDF, par exemple, mais qui est quand même sur la ligne de départ d'un scrutin indirect comme celui-là, où on a conscience que le RDPC a quasiment la main mise sur les conseillers municipaux. Et donc, en cela, on peut se dire, si de manière numérique, cela ne se présente pas, cela n'est pas possible, on peut peut-être emprunter une dizaine, et la dizaine, là, peut se retrouver dans les tractations politiques qui vont se faire. Et donc, le 25 mars prochain, il y en a qui iront au scrutin avec certaines consignes. Il y en a peut-être qui peuvent se retrouver avec des, on a envie de dire, des manquements. On a vu des listes rejetées, excusez du peu, pour défaut de signature de certains candidats, pour défaut de documents conformes, alors qu'on connaît depuis longtemps quels sont les documents qui devraient figurer dans une liste proposée. C'est dire qu'il y a parfois des risques qui sont pris intentionnellement ou bien parfois des actes qui sont posés, même si officiellement on ne peut pas avoir des arguments pour accuser, on peut quand même lire entre les lignes et se dire que les tractations vont certainement prendre le dessus. Et c'est en cela qu'on peut dire que passer la publication des listes par Elecam, passer la copie du Conseil constitutionnel, la campagne qui est prévue pour démarrer si tout se passe comme cela est prévu ce samedi, en attendant donc de voir le 25 mars, après le scrutin, les tractations qui vont se débrouiller, parce que figurez-vous que même les 30 qui sont supposés ou attendus être nommés par le président de la République, en l'état actuel des choses, à l'état actuel de la coloration du corps électoral, rien ne devrait, je dis bien ne devrait empêcher l'obésité de la majorité attendue du parti au pouvoir au niveau de la Chambre haute de notre Parlement. Mais nous sommes au conditionnel et on attend de voir si les tractations n'auront pas leur place. Parmi les messages qu'on pouvait lire sur les différentes pancartes, on n'est pas resté insensible à un message non aux poupées sexuelles. Toutes les femmes, on est unanimes. J'aimerais vous demander, qu'est-ce que vous en pensez, cette affaire de poupées sexuelles-là? Vous savez, le monde évolue à un rythme où, à chaque fois qu'on pense à quelque chose ou à chaque fois qu'on parle de quelque chose, on a l'impression que dès que vous avez fini de donner votre point de vue, on est déjà à une autre étape. D'où elles sont venues ces poupées sexuelles? Il faut chercher le fond, il faut comprendre. Et les problèmes qui sont posés par l'homme
ont souvent des solutions que l'homme propose, mais comme c'est des solutions qui ne sont pas divines, voilà. Elles sont temporaires. Allez, on aura peut-être temps de revenir dessus quand ce sera un réel problème social. Ça fait plus de ça l'est déjà. Ça l'est déjà. D'ailleurs, les femmes je pense que ça l'est déjà, sérieusement. Buzz, hein. Beaucoup de personnes ne savent non, même pas. Non, pas pour autant, ça l'est pour de vrai, parce qu'il y en a, qui ont déjà commandé ces poupées sexuelles. Vous savez, votre nature masculine veut que vous soyez un peu curieux. Mais je préfère ne pas s'attaquer à cette question, surtout devant les femmes. Allez, merci beaucoup, Patrick Christian Debon. Si vous voulez, on mettra ce sujet plus tard, quand il sera vraiment menaçant pour les femmes. Mais vraiment, Patricia ne peut pas se sentir menacée. Quand on a deux beaux gosses à côté de soi, on ne pensera pas à une concurrente virtuelle. En tout cas, même si elle est matérielle, elle est sans vie. On va faire un petit moment. On va passer un petit moment avec notre partenaire de prêt-à-porter Stella, le temps de recevoir André Mirabeau-Mahon. Mais je me mordrais les doigts si je ne saluais pas de façon particulière un couple dont madame et monsieur sont nés le même jour et ont célébré leur mariage le même jour. C'est un 9 mars, maître Simo Gabriel, il est né le 9 mars, et puis madame Yanle Alvin, elle aussi née le 9 mars. Ils sont du côté de Yaoundé et ils ont célébré leur union un 9 mars. En fait, c'est un triple anniversaire aujourd'hui. Je ne sais pas comment ils vont réussir à réunir tous les invités. C'est plus costaud que le mariage, plus lourd qu'un anniversaire. Monsieur et madame, bravo. C'est des signes qui ne trompent pas. Ça veut dire qu'en fait, les deux sont faits pour être ensemble. Et c'est tant mieux à vous aussi, les tourtereaux qui nous accompagnent chaque jour. On vous souhaite tout simplement d'être heureux parce qu'on imagine qu'ils ne sont pas seuls dans ce cas de figure. Oui. Il y en a aussi qui sont nés le même jour et Dieu merci qui sont unis pour... Pardon? Je vous le souhaite, avoir cette coïncidence jusqu'au bébé, même jour. Monsieur et madame Simo, happy birthday. Et puis Lingassa que vous connaissez, hein, c'est vrai qu'aujourd'hui elle a un peu laissé l'audiovisuel, mais elle est toujours présente. Happy birthday à Naïch et toute la famille Ngassa. Lins, un bisou particulier pour toi.